Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à la une ce soir. Un éléphant en furie crée la panique dans le Congo central au territoire de Lukula. Il a détruit des champs et a tué une personne. C'est confirmé. La province de Lomami vient d'être touchée par la Covid-19. Le gouverneur intérimaire demande à la population à ne pas céder à la panique. 26 élèves enlevés par les ADF au Nord Kivu ont été récupérés par les FARDC. L'armée régulière a démantelé les sanctuaires des forces négatives dans le cadre de l'état des sièges. Le bilan a été présenté à la presse. Les travaux ont trop duré sur le saut de mouton de la RTNC. Beaucoup de Kinois s'interrogent sur ce qui bloque. Nos reporters sont arrivés sur place pour faire le constat. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous emmène dans la forêt. Pour commencer, un éléphant fait des ravages au village Sensé, c'est dans le Congo central. Il s'est attaqué à ceux qu'il a trouvés dans les champs, causant un mort et plusieurs blessés. Il a été filmé par les plus courageux. Regardez ces images. Depuis près d'une semaine, un éléphant a fait irruption dans la forêt de Mayombe au Congo central. Les agriculteurs de Matéa ont été les premiers à donner l'alerte. Le pachyderme a surgi dans les champs, il a tout détruit sur son passage. Depuis cette apparition, des nuits deviennent agitées dans les villages Nsese, au secteur Fubu. Dans la peur, plus personne ne se rend au champ, craignant les attaques des éléphants. Cet éléphant a tout ravagé, toute notre litière, des bananes, patates, les palmiers. Que les autorités fassent tout pour récupérer cet animal. Alerté de cette situation insolite, le vice-gouverneur Justin Luemba Makoso, accompagné des techniciens de l'ICSN, Institut congolais pour la conservation de la nature, est arrivé sur place. Il a appelé la population à la prudence. Attendons-nous bien. Les éléphants existent chez nous. Il faut donc rester prudent. Méfiez-vous d'aller les regarder. Moins il ne faut pas d'une maman ou d'un enfant peut provoquer un accident. Laissez les techniciens de l'ICSN étudier comment les retourner dans leur milieu approprié. On nous fera les rapports. Au-delà des destructions des bananeries, plusieurs victimes sont blessées et une personne a trouvé la mort par l'animal en furie. Pour réconforter la famille éprouvée, les frais funéraires ont été pris en charge par le gouvernement provincial. Généralement, les éléphants reviennent toujours sur leur passage. Ils ont une mémoire prodigieuse qu'ils peuvent retrouver les espaces qu'ils ont eu à occuper, même 50 ans après. Merci Rodé Panda. Autre découverte, 700 kilos des écailles, des pangolins et des écorces d'arbres rares saisis depuis 2018 à Brazzaville ont finalement été rapatriés à Kinshasa. Récit de cette affaire avec Malumbela. Ces écailles de pangolins et écorces d'arbres appelés Baya ont quitté Kinshasa frauduleusement en 2018 en destination des pays asiatiques où la médecine traditionnelle est très avancée pour exploiter ces matières. Sur place à Brazzaville, la cargaison contenant 700 kg d'écailles de pangolins réparties dans 18 sacs et 180 kg d'écorces d'arbres issues d'espèces végétales protégées sera saisie par les autorités locales. Les négociations entre Kinshasa et Brazzaville auront duré presque 3 ans et le BCN Interpol RDC les a rapatriés cette année le 1er juin 2021. L'ICSN, qui exerce la fonction de l'organe de gestion de la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction CITES, tout en saluant la coopération entre les services, déplore les conditions de rapatriement. Nous n'étions pas informés du jour du rapatriement, nous n'étions pas informés pour préparer les documents conventionnels, c'est-à-dire le permis CITES. Parce que le permis CITES ne se signe pas comme un simple papier administratif. Le permis CITES, en fait, c'est un engagement de la République d'autoriser le retour. Donc, les retours, les rapatriements, selon le jargon, c'est toujours l'importation. Donc, c'est ça l'engagement parce que ça doit prendre soin, on doit respecter certains processus. Notamment, nous devons nous rassurer que le médecin vétérinaire a fait une inspection zoosanitaire pour nous rassurer que les écailles à rapatrier ne contiennent pas les germes nuisibles à la santé.
La Convention de Washington CITES, dont la RDC est membre, prescrit que l'importation d'un spécimen d'une espèce menacée d'extinction nécessite la délivrance et la présentation préalable d'un permis d'importation, soit d'un permis d'exportation, soit encore d'un certificat de réexportation. La RDC s'est engagée dans la lutte contre le braconnage et le trafic illicite des espèces protégées et menacées d'extinction. Il faut rappeler que ces rapatriements fait suite aux 2 autres des 130 perroquets rapatriés en mars 2018 et 20 singes dont le rapatriement a été effectué en mars 2021 en provenance des Zimbabwe. Autre actualité, Goma, puisque le retour est progressif, 450 tonnes de vivres sont disponibles pour les déplacer encore dans les camps. Voici ce que ça donne en images. De l'assistance du gouvernement central aux sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo. Voilà l'objet de la visite ce mercredi 9 juin à Goma dans cet entrepôt du secrétaire général chargé des actions humanitaires et de la solidarité nationale au ministère national des affaires sociales. Monsieur Tchelou Mounyemali Laurent précise que cette action s'inscrit dans la promesse faite par le Premier ministre Sama Lukonde Jean-Michel lors de sa récente visite de réconfort à la population de Goma. Plus de 450 tonnes de vivres constitués du riz, sucre, huile végétale, farine de maïs et autres vont être distribués ce jeudi 10 juin aux victimes de l'éruption volcanique, affirme le secrétaire général. Ma présence au niveau de cet entrepôt, c'est juste pour superviser les chargements de l'assistance du gouvernement en faveur de la population sinistrée à la suite de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Le Premier ministre dernièrement, il était ici, il a annoncé que le gouvernement était près de la population sinistrée et il a promis qu'ils seront assistés. Et aujourd'hui, l'assistance promise et laissée par le Premier ministre peut être évaluée à 450 tonnes de vivres qu'à partir de demain, nous allons disponibiliser auprès de nos compatriotes sinistrés dans les différents sites d'hébergement. Les kits de retour sera remis à ceux qui ont déjà atteint la ville de Goma, mais pour d'autres qui ont tout perdu, qui restent encore au niveau des sites, nous allons leur apporter l'assistance au niveau du site en attendant à ce que nous puissions aménager des abris pour eux de manière à ce que nous puissions aller les récupérer pour qu'ils viennent aussi rejoindre. Comment réagir en cas d'incendie ou d'une catastrophe naturelle du type du volcan de Nyiragongo? Eh bien, la protection civile a fait une caravane motorisée pour sensibiliser la population à Kinshasa. C'est une prévention aux éventuels événements. Renette Kolonga, reportage. Donner la solution à toute catastrophe naturelle et anthropique, c'est ce qui justifie cette sensibilisation de la protection civile. Police d'incendie, la sensibilisation a commencé au stade de Martyr, suivi du boulevard Triomphal, 24 novembre, boulevard du 30 juin, Kitambo Magasin, Bandalungwa, Kassavubu, Limete, Lemba, avec comme point de chute les sites sous-région dans la commune de Matete. Incendie, éruption volcanique, hygiène et assainissement, inondation et noyades sont parmi les catastrophes naturelles et anthropiques, comme le confirme son superviseur national, Oscar Okitonjeko. En cas de catastrophe, la direction doit répondre rapidement et efficacement. Que la population se tranquillise, nous sommes là au service de notre population. S'il y a un événement, que ce soit les catastrophes naturelles ou anthropiques, la protection civile est là. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, la journée de communication, pour que les peuples sachent que la protection civile existe bel et bien. C'est un service longtemps oublié, mais grâce à notre chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui a changé l'image de la protection civile pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays. C'est sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soutenu par le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, maître Daniel Asselo Okito Wankoy, que cette caravane sur les catastrophes naturelles et anthropiques a eu lieu. La population doit se protéger en réduisant le risque des catastrophes naturelles et anthropiques, a martelé le superviseur national Oscar Okitonjeko. Le samedi 19 juin prochain, de 6h à 21h, le ministère des Affaires sociales organise une journée de solidarité nationale. Des précisions dans ce communiqué exploité par Joseph Oscar Mbalkaïch.
Journée des solidarités nationales à l'initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous le haut patronage du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, invite les personnes morales et physiques ayant collecté des fonds et récolté des dons en nature pour les compatriotes de l'Ituri et du Nord Kivu, particulièrement les victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo, d'avoir l'amabilité de prendre des dispositions suivantes. Les fonds seront collectés au cours de la soirée des solidarités nationales le samedi 19 juin 2021 de 18h à 21h et déposés directement sur les comptes ci-après de la Banque centrale du Congo. Les dons en nature collectés sont à déposer au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, situé à l'immeuble Mongala, numéro 2, au deuxième niveau, concession des ministères Quartier Royal, commune de la Gombe, et ce au plus tard, le 18 juin 2021. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter les numéros suivants. Plus 243 99 84 58 802. Il a répondu devant les députés nationaux. José Mpanda, ministre de la Recherche scientifique, a été visé par une question orale avec débat sur la gestion de l'éruption volcanique. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique était face aux députés nationaux pour se défendre sur l'interpellation lui adressée par le député national Jean-Baptiste Mouindo sur l'éruption volcanique qui s'est produite à Goma dans la province du Nord Kivu le 22 mai dernier. Malgré que c'est une catastrophe naturelle, José Mpanda Kabangu a démontré carte sur table que le service commis à surveiller les mouvements des volcans, en l'occurrence l'Observatoire volcanique de Goma, n'ont pas failli à leur mission. L'OVG dispose à ce jour d'un équipement adéquat pour prévenir une éruption volcanique qui s'est faite selon les signes annonciateurs connus. Nyiragongo est un volcan particulier. Tous les scientifiques l'ont prouvé et cette éruption est faite sans prévenir. Les députés nationaux se sont lancés dans un débat houleux sous la conduite du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diapwanga, dont la majorité convient que les faits est réel. Personne n'a vu venir l'éruption. Rencontrons les préoccupations des députés nationaux. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a répondu aux questions lui ont été posées. J'ose que mon cri de détresse serait entendu par l'autorité budgétaire que vous êtes, afin que la ligne budgétaire de mon ministère soit revue à la hausse et revêtue d'un caractère urgent pour un décaissement des fonds. C'est ici le lieu de remercier son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à qui je rends mes hommages les plus déférents, et le gouvernement de la République, conduit par son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre, chef du gouvernement, à qui je réitère l'assurance de ma très haute considération pour avoir autorisé le décaissement des fonds qui ont servi à renforcer le fonctionnement de l'OVG ainsi que la prime d'encouragement. Une commission composée de 18 membres sera mise sur pied pour examiner à fond et prendre des mesures idoines sur cette catastrophe naturelle. Quelques chiffres maintenant pour le bilan de l'état de siège 30 jours après. 39 éléments ADF neutralisés, 5 capturés, 26 élèves enlevés ont été remis à leur famille. Hier, dans un point de presse, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a fait le bilan de la moisson abondante des FARDC. L'intensification de la force de frappe des FARDC sur les terroristes en Ituri a porté des fruits. 39 éléments ont été neutralisés et 5 capturés. Des écoles, des marchés, des commerces ont rouvert. Plusieurs armes récupérées, des terroristes ADF du groupe armé Codeco et FPIC ont été démantelés. En débandade, ils ont dans leur fuite tué des paisibles Congolais pour se venger. Le bilan des 30 jours des opérations de grande envergure dans le cadre de l'état de siège décrété en Ituri et au Nord Kivu a été fait au cours de ce point de presse animé ce mercredi 9 juin 2021 par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe, assisté des porte-paroles de l'armée et de la police nationale. Nous encourageons tous ceux qui nous écoutent, de nos compatriotes qui sont dans les zones opérationnelles, de collaborer. Il n'y a aucune armée ne peut remporter une guerre si elle n'a pas le total soutien de sa population. Vous avez remarqué que malgré l'éruption
du Nyiragongo, dans la province du Nord Kivu, les opérations ont continué. C'est pour vous dire la bravoure de nos forces armées et la détermination du gouvernement à faire en sorte que cette situation d'insécurité qui perdure depuis 20 ans puisse se terminer. Au Nord Kivu, 70 sujets congolais de mèche avec les terroristes ont été appréhendés. Certains ont offert des véhicules et des motos. 35 ADF neutralisés, dont 14 étrangers. Dans la moisson abondante des FARDC, des sanctuaires et QG des ADF sont passés sous contrôle des forces de défense. 38 000 Congolais font l'agriculture dans Moualika. Avant que Moualika ne soit occupé et libéré par les forces armées de la République démocratique du Congo, ces voyous faisaient la loi à Moualika au point d'obliger nos populations à leur devoir tout, y compris leur propre vie. Pendant toute la période où ces criminels avaient investi Mayankose, on n'avait rien à manger dans la ville de Béni, tout venait de l'extérieur. Et les gens n'avaient pas la capacité et la possibilité d'aller travailler. Pas plus tard que le 3 juin dernier, 26 élèves enlevés lors de l'attaque de Tchani par les ADF ont été remis à leur famille. Sécurité encore. Pour plus de mobilité des unités de la police au Katanga, le gouvernement Kiaboula a renforcé le charroi automobile. Ces 4 pick-up Land Cruiser 4x4, toutes neuves, sont une nouvelle dotation du gouvernement provincial du Haut-Katanga, déterminée à faciliter la sécurisation de ses administrés. Avant de les remettre ce lundi au commissaire de la PNC, le gouverneur de province, Jacques Kiaboula Kato, a réitéré son engagement à œuvrer pour la sécurité de la population et de ses biens et a demandé aux services bénéficiaires de les utiliser à bon escient. Nous avons vu comment la police s'est battue pour arriver à réduire l'insécurité sur l'ensemble de la province du Haut-Katanga. Coup de chapeau, nous sommes très contents et nous sommes conscients que les véhicules ont été exploités à fond et aujourd'hui il se pose encore un besoin de renouveler les charrois automobiles. Mais cette fois-ci nous vous prions de garder en bon père de famille ces véhicules de sorte qu'ils durent dans le temps. Jacques Kiaboula Katoué a remis symboliquement les clés de ces véhicules à son ministre provincial de l'Intérieur, Thierry-Michel Kikontoué, qui les a remis à son tour au commissaire provincial de la police, Louis Segon Karawa. J'ai compris que votre priorité était la sécurité de la population et vous ne vous êtes pas lassé pour soutenir la police et vous continuez à le faire. Nous vous promettons bon usage de ce matériel que vous mettez à notre disposition pour que la population puisse se sentir en sécurité. Ces 4 pick-up Land Cruiser 4x4, kilométrage zéro, peintes aux couleurs de la PNC et équipés de gyrophares, viennent s'ajouter à plusieurs autres que le gouvernement Kiaboula a remis au service de sécurité ces 2 dernières années. Tout ceci vise la sécurisation des Haut-Katangais et de leurs biens, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Retour à Kinshasa avant de repartir sur Goma. Yuan Xia, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, est à Kinshasa. Il a eu des entretiens avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au menu, la stratégie régionale relative à la situation sécuritaire. Pierre Kibambe, Somoïsa, reportage. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, était ce jeudi 10 juin à la Cité de l'Union africaine. Elle a conduit auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans le Grand Lac Yuan Xia, dans le cadre d'une mission lui confiée par Antonio Guterres. Et une stratégie régionale mise en place a été approuvée par le secrétaire général et partagée avec les pays signataires de l'accord cadre et les membres du Conseil de sécurité dans le cadre de la situation sécuritaire dans les Grands Lacs. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies l'a dit, précisant que des voies et moyens sont en train d'être examinés pour concrétiser cette stratégie. Nous sommes en train d'élaborer un plan d'action pour traduire en action concrète cette stratégie régionale. Un atelier dédié à l'élaboration de ce plan d'action est en cours. Je suis venu pour rendre compte au président de la République les consultations préliminaires que nous avons déjà faites. À ce stade, les résultats et quels sont les points que nous avons retenus
comme priorité des priorités dans la mise en œuvre de cette stratégie régionale. Les priorités, ce sont les refrains. Premièrement, c'est toujours ce travail de médiation et de bons offices pour favoriser le renforcement de la confiance politique entre les différents pays de la région. Deuxièmement, une lutte, un effort plus efficace dans la neutralisation des forces négatives qui sévissent toujours dans le flanc oriental de la RDC, la lutte contre l'exploitation et le commerce illicite des ressources naturelles. Et après, autour de la pandémie, comment mieux gérer cette crise, comment préparer la sortie, le relèvement des pays de la région des Grands Lacs après cette crise. Et dans le cadre de tout ce travail, comment assurer un meilleur rôle, un rôle plus important à la société civile, ces associations de femmes, ces associations de jeunes, et donc femmes, paix et sécurité, jeunes et paix et sécurité, ce sont deux sujets transversaux qui couvrent toutes les autres priorités. Par ailleurs, l'envoyé spécial Wang Zia a indiqué que la situation humanitaire à Goma après l'éruption volcanique de Nyiragongo était aussi au centre de préoccupation et devrait trouver des solutions dans le cadre de la solidarité régionale avec l'appui des Nations Unies. Retour sur la piste de l'aéroport de Goma. Quelques fissures sont visibles, mais pas graves, puisque le trafic a repris. Le grand test, c'était avec l'avion transportant le chef du gouvernement avec une partie de son équipe. Chérubin Okende, patron des transports, faisait partie de cette équipe. La piste de l'aéroport international de Goma, déjà réouverte au trafic, continue à accueillir des vols domestiques et internationaux. La nouvelle tour de contrôle en pleine construction, la piste d'atterrissage et de décollage, bref, toutes les installations aéroportuaires ont reçu la visite du ministre des Transports, Désenclavement et Voies de communication, Chérubin Okende. L'état de la piste de 3000 mètres, surtout la piste d'arrêt PA17, commence à se détériorer. Des fissures sont observées sur la piste au kilomètre PK1000, ce qui nécessite des travaux de réhabilitation. Aujourd'hui, le message à donner, c'est un message d'espérance. Vous voyez derrière moi, il y a une nouvelle tour qui est en train d'être construite. Il y a bien entendu certaines contraintes, mais nous devons transformer ces contraintes-là en opportunités pour que notre pays puisse aller de l'avant. Aussi les aides à la navigation, des conditions de sûreté et de sécurité dans nos aéroports en général et le renforcement de ces conditions dans l'aéroport de Goma fait notre préoccupation majeure. Parmi les premiers avions qui ont atterri à l'aéroport de Goma, il y a l'avion du Premier ministre avec 12 de ses ministres. 9e jeu de la francophonie, Kinshasa se prépare bien, les travaux de construction des infrastructures évoluent, les ambassadeurs des pays francophones ont visité les chantiers. Odilon Kayuma, reportage. Lentement et sûrement, les infrastructures de 9e jeu de la francophonie sortent des terres au niveau des sites du stade Tata Raphaël à Kalamou, où se concentre l'essentiel des travaux. Sur les 12 bâtiments du village de jeux, 6 fondations sont déjà faites en un mois. Et cela grâce aux équipes mobilisées qui travaillent en relais 24 heures sur 24 afin de respecter les délais fixés par le comité international, c'est-à-dire la livraison des ouvrages en avril 2022. Les ambassadeurs des pays francophones qui ont visité les sites sont satisfaits de l'état d'avancement des travaux. Ces derniers ont aussi félicité le comité d'organisation pour le travail abattu en si peu de temps. Mais écoutez, moi je suis épaté, épaté de voir tout le boulot qui a été abattu en si peu de temps, la présentation brillante, extrêmement professionnelle. Et donc là maintenant, moi voilà, on est déjà dans les jeux et on se réjouit. Ce que je peux voir, c'est que ça avance. Je vois de la machinerie, j'ai des travailleurs qui sont ici. On nous dit qu'ils travaillent 24 heures sur 24 d'arrache-pied.
présents sur les sites. Yannick Lutandila, qui a dit toute la détermination du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de financer tous les restes des travaux pour offrir à la République démocratique du Congo le meilleur jeu de la francophonie. Le saut de mouton de la RTNC, tout dernier ouvrage d'un lot de 7, va bientôt livrer ses secrets. Les travaux sont réalisés à 90% par 120 ouvriers, bien qu'ils aient pris 2 ans. Eurydice Kitutu est arrivé sur le site. Voici son reportage. Safricas est au bout du tunnel des travaux de construction de saut de mouton de l'avenue de Libération. 120 personnes au total. Tout corps confondu, ajusteurs, coffreurs, maçons, ferrailleurs, électriciens et les tout travaux travaillent jour et nuit sur ce site où les travaux ont été lancés depuis 4 juin 2019 dans le cadre du programme d'urgence de 100 premiers jours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ce jour, l'état d'avancement des travaux est de plus ou moins 90%. La moitié de l'ouvrage est presque prêt. Ce qui reste à faire, c'est couler le dernier béton de 24 mètres carré qu'on appelle voile et puis passer à la couche de base et l'asphaltage qui peut se faire après qu'on ait fini la couche de fondation pour la deuxième partie. La population de Kinshasa peut déjà se réjouir. Leur ouvrage qui est le cadeau promis par le chef de l'État bientôt est vers la fin. Pourquoi vers la fin? Puisque la première rampe du côté de la RTNC est déjà fini, le pont également est déjà fini, il restait la rampe du côté Université Révérend Kim. Et on aura fini tous les voiles de fond en comble. L'intérieur, il faut toiletter les murs, ainsi qu'à l'extérieur par le ragrillage des petits crépissages. D'ici la fin du mois, l'ouvrage sera terminé dans sa totalité. Nous demandons à la population de continuer vraiment à nous faire confiance. Coffrer et bétonner les murs sont les derniers travaux d'embellissage de cet ouvrage de 330 mètres, le plus long de tous les sauts de moutons de la ville. Espérons que d'ici la fin du mois, il sera ouvert à la circulation. Crise institutionnelle au Sankourou. Lambert Mende Omalanga a conduit une délégation des élus de ce coin du pays pour échanger avec le président du Sénat. Autre audience de Modeste Bahati, c'est cet échange avec Fifi Masuka, gouverneur intérimaire du Lualaba. Reportage Sandra Nyangitabou. La crise politique dans la province du Sankourou persiste. Le président du Sénat se saisit du dossier. Modeste Bahati a réuni les députés et sénateurs de cette province du Grand Kasaï pour discuter sur cette question qui mérite une attention soutenue. Conduite par le député national Lambert Mende Omalanga, la délégation sollicite la sagesse du président de la Haute Chambre du Parlement congolais pour mettre fin à cette crise qui est à la base d'un malaise qui paralyse toute la province. Le Sankourou n'a connu aucun projet de développement. Alors, quelle image notre province va donner au monde entier lorsque le président de la République, chef de l'État, se présentera au Sankourou dans le cadre des hommages qu'il a décidé de rendre à l'un de ses fils? Le gouverneur intérimaire de la province de Lualaba était également ce Modeste Bahati Lukwebo. Fifi Masuka Saini a fait l'état des lieux de sa province au président du Sénat. La Chambre haute du Parlement étant l'émanation des provinces, la patronne de Lualaba se félicite de l'augmentation des recettes selon la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est temps que nous ne puissions plus considérer les secteurs artisanaux comme si ça n'apporte pas de l'argent, mais ça apporte des recettes seulement avant. Les gens ne les canalisaient pas dans les comptes de l'État. Comment se fait la gestion de la catastrophe naturelle survenue à Goma à la suite de l'éruption volcanique et quelles sont les mesures à prendre pour éviter d'être surpris par ces genres d'événements? Autant de questions évoquées par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, alors qu'il recevait le député national Mounobo à la tête d'une forte délégation composée essentiellement de quelques leaders communautaires.
Élection sans enjeu au Sénat pour le poste de premier vice-président. L'unique candidat a présenté ses arguments aujourd'hui. Le vote est programmé pour le samedi. Edi Tchala. Après qu'une trentaine de minutes, il s'agissait de l'audition du message de campagne de l'honorable sénateur Edi Mundela Kankou, candidat unique au poste de premier vice-président du Sénat, et la poursuite de l'examen de la proposition de loi organique sur la Commission électorale nationale indépendante. Pour répondre à ceux qui avaient besoin de plus de lumière sur le rejet du recours du candidat Eric Makango Kabongo, le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo a donné place au rapport de la commission d'examen du recours. Au regard de l'article 25 du règlement intérieur du Sénat et des éléments dégagés dans l'examen du recours du sénateur Georges-Éric Makango Kabongo, il ressort clairement qu'il ne satisfait pas aux conditions requises. En conséquence, les motifs du rejet de sa candidature demeurent. Ombre ainsi dissipée, le premier point a été entamé. Le seul candidat au poste de premier vice-président du Sénat, Edi Mundela Kankou, s'est présenté devant la plénière pour présenter ses prétentions. Né en 1976, il estime que la jeunesse, loin d'être une faiblesse, c'est un atout majeur. Et quand je réalise que Joseph Léo est devenu premier président de notre chambre à 39 ans, cela me rassure et me conforte. La jeunesse n'est pas un handicap, c'est une richesse pour notre pays. L'élection aura lieu dans 2 jours. Le candidat peut donc poursuivre ses contacts de campagne. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, vu l'importance de la proposition de loi organique, a décidé en accord avec la plénière d'accorder 24 heures de plus à la commission PAJ pour parfaire son travail. Incident à la fonction publique. Invité par le nouveau patron du secteur, Jean-Pierre Liaou, 2 secrétaires généraux se sont présentés pour une même invitation. La réunion a eu pour objectif de discuter sur les réformes en cours. Cédric Kenina. Bien au-delà d'une simple communication du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, la rencontre avec les hauts fonctionnaires de l'administration publique, notamment les secrétaires généraux, directeurs généraux, greffiers en chef et autres, a ouvert la voie à un diagnostic profond des maux qui plombent le bon fonctionnement de l'administration publique. D'effectifs à dénicher, des disparités dans le traitement des effectifs à maîtriser, l'observance des textes légaux et réglementaires régissant les agents et fonctionnaires de l'État, l'absence d'une politique salariale motivante, les déficits d'éthique professionnelle, un personnel pléthorique dont les profils ne correspondent toujours pas aux exigences, les mal est profond. Et Jean-Pierre Liaou s'est fixé un challenge en y apportant des remèdes assis sur des réformes répondant à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour une administration publique efficace. Nous étions dans le credo, nous devons entrer dans le concret. Il faut maîtriser les effectifs. Il faut prendre des décisions. Il y a des doublons, mais il faut arrêter avec les doublons. Il y a des cumulards. Il faut arrêter avec les cumulards. Il n'est pas normal qu'un fonctionnaire se retrouve à la fois au mine, à l'énergie et aux finances. Comment de personnes qui n'ont pas de numéro matricule, donc qui ne sont pas admis sous statut, se retrouvent dans le fichier de la paye? Ce sont là autant de questions qui doivent, à mon sens, trouver des solutions. Pour bien cerner la situation, les patrons de la fonction publique ont ouvert les débats avec ses interlocuteurs qui se sont exprimés sans langue de bois pour soit dénoncer certaines anciennes pratiques ou soutenir la détermination affichée par les vice-premiers ministres qui ne lésinent pas sur les moyens pour instaurer une discipline administrative dans la gestion des ressources humaines du plus grand employeur du pays, qui est l'État congolais. La SONAL, la SNCC, la Sofidé, 3 entreprises du portefeuille qui ont présenté leurs états des lieux aujourd'hui. C'était dans le cadre de la revue du portefeuille. Angèle Mabiala-Landou pour des précisions. La Société nationale de chemin de fer est une histoire d'une entreprise en faillite redressée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et par la conscience des agents et cadres. Au départ, la production a été à 9 millions d'unités de trafic. Fin juillet, les cheminots ont atteint 18 500 unités de trafic.
Et en août, on parlait déjà de 20 millions d'unités de trafic. Fabien Mouton, directeur général de la SNCC, a su relever la pente et gagner la confiance des travailleurs. Mais il rencontre des difficultés énormes pour mener à bien sa gestion. Le vieillissement du personnel, le manque de locomotives, la défectuosité de chemin de fer. Aussi appelle-t-il le gouvernement de la République à lui prêter main forte pour que cette entreprise jadis convoitée retrouve sa plus belle robe d'antan. Créée en 1970 en tant qu'organisme d'appui financier et technique au financement des investissements en faveur de petites et moyennes entreprises par des crédits à moyen et long terme, la Sofidé, comme toute entreprise publique, rencontre des problèmes de gestion. La Sofidé n'est plus que l'ombre de sa gloriole d'antan. Pas de financement, les partenaires affluent, mais il faut une garantie du gouvernement, d'où cet appel à la ministre d'État en charge du portefeuille d'être l'avocate de cette entreprise d'économie mixte. La Société nationale de loterie a pour mission d'organiser les jeux de hasard, de loterie et de concours de pronostics en vue de contribuer à la promotion de PME. Elle est axée sur des jeux commercialisés sur un circuit des ventes et évolue dans un environnement difficile dû à l'épidémie du coronavirus. La fermeture des frontières, l'isolement de la commune de la Gombe pendant le confinement où se trouve le siège social, les nombres limités des personnes dans les salles de jeu, entraînant ainsi la diminution du chiffre d'affaires. Les activités se déroulant dans un marché fortement concurrentiel, la diversité des taxes ne favorise pas un bon climat d'affaires. En tant que représentante de l'actionnaire unique, la princesse Adel Kainda Maïna a promis son accompagnement à toutes ces entreprises du portefeuille. Pour plus d'éléments sur ces 3 entreprises concernées, Angèle Mabiala-Lando vous fixe rendez-vous juste après cette émission, juste après ce journal. L'émission est nommée Rendez-vous du portefeuille. Les choses coincent dans la mise en œuvre des engagements pris par les États africains concernant l'égalité de sexe. À ce sujet, Kinshasa vient d'abriter une conférence africaine. José Baïtouambo, Ibrahim Chako. Cette conférence africaine sur l'égalité de sexe organisée sous le haut patronage du chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a regroupé des délégués de plusieurs pays africains. D'entrée de jeu, les coordonnateurs du panel RDC Union africaine, le professeur Alphonse Toumba-Loaba, a salué l'engagement des États pour la promotion de l'égalité de chances entre hommes et femmes. La République démocratique du Congo, en sa qualité de présidente de l'Union africaine, pourra jouer un rôle important au niveau du continent pour mettre le peuple et les femmes au cœur des actions de l'Union africaine. Voilà pourquoi le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de président de l'Union africaine, via vidéoconférence, a estimé que cette conférence doit démontrer à nos frères et sœurs africains, mais aussi au monde entier, qu'au-delà de la rhétorique et de la charge émotionnelle qui nous emporte, ces assises ont vocation à franchir l'étape du discours. Bitou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, a salué, elle, les progrès réalisés par quelques pays africains dans la promotion des droits de la femme. Il a été stigmatisé la lenteur observée dans la mise en œuvre des engagements sur l'égalité du genre pris par les États membres de l'Union africaine. Cette conférence organisée en présentiel et en virtuel a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Daniel Asselo Okito Wakoy, représentant le chef de l'État à cette rencontre internationale de haut niveau. La déclaration de Kinshasa a sanctionné le travaux. Rendez-vous le 30 juin pour les sommets de Paris en France. L'employabilité de jeunes en RDC, c'est le programme au cœur d'un forum ouvert aujourd'hui à Kinshasa par le ministre d'État Christian Mwando. Précision Odilon Kayuma. Comment faire en sorte qu'il y ait plus d'emplois créés sur le territoire national afin de résorber le chômage? Question au centre de ces travaux lancés par le ministre d'État, ministre du Plan Christian Mwando Simba, président du comité du projet d'appui au développement et à la création d'emplois. Projet coordonné par Dieudonné Boyenga qui, à cette occasion, a présenté au ministre d'État, ministre du Plan, le bilan mi-parcours des activités lancées depuis 2015 et aussi les difficultés rencontrées dans son exécution. Histoire pour les participants à ces travaux d'en tirer toutes les leçons et envisager l'avenir avec optimisme pour que ces programmes de création d'emplois en République démocratique du Congo qui bénéficient de l'appui de la BAD soient réalisés d'ici
2025. Le projet pas de CPCE, c'est un projet qui a été conçu par la base et le gouvernement. C'est pour l'employabilité des jeunes, l'autonomisation économique de la femme. Aussi, il ne faut pas oublier la promotion des investissements et l'amélioration des climats des affaires. Auparavant, le ministre d'État, ministre du Plan, a salué le projet économique, plus précisément dans les secteurs miniers, dont la coopération allemande est détentrice. Projet non seulement va booster l'économie congolaise, mais aussi créer plusieurs emplois. Je l'avais dit en ouverture, c'est confirmé, la province de Lomami vient d'être touchée par la Covid-19. Le cas confirmé est un prêtre. Le gouverneur intérimaire demande à la population à ne pas céder à la panique. On l'écoute. Très chers compatriotes, la province de Lomami vient d'enregistrer son premier cas de Covid-19 bien confirmé. Tout le monde doit prendre conscience que ce ne sont plus des rumeurs ou rêves, mais c'est une réalité. Les gens pensaient que la maladie n'était qu'ailleurs. Maintenant, nous avons un premier cas confirmé dans notre province. Raison pour laquelle chacun doit absolument respecter les mesures et gestes barrières. Le cas est en train d'être pris en charge. Les médicaments sont disponibles. Je profite de cette occasion pour demander au gouvernement de la République de doter notre province de laboratoires mobiles, étant donné que nous avons une forte fréquentation de personnes qui passent par Maneditu en provenance de provinces à forte prévalence, par train et qui font beaucoup de mouvements afin que nous ayons la possibilité de détecter à temps les cas de Covid-19. À la population de notre province, à ne pas céder à la panique. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi à Cabinda. Madame, Monsieur, c'était un plaisir de vous le présenter. Je vous retrouve demain à 20h. Grand merci à la grande équipe de ce soir. Mireille Ndeke Silovondi, Renette Koulonga, Patrick Kachala, Joseph Oscar Mbalkaï, Jérôme Dépanda. Gardez les yeux bien ouverts sur votre télévision. Bonsoir.